Alors Patrick, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez vécu la crise sanitaire en tant que médecin en EHPAD? Alors, en tant que médecin en EHPAD, ce qui nous a fait, je vais dire nous parce que c'est une équipe. Quand on travaille en EHPAD, on travaille en équipe. Quand on travaille en médecine libérale, on travaille aussi en équipe. Mais dans une EHPAD, c'est vraiment l'équipe qui compte et l'équipe qui fait marcher la machine. Donc moi, ce qui m'a le plus choqué, je pense que d'autres personnes de l'EHPAD seront d'accord avec moi, c'est la discordance complète qu'il y avait entre le discours gouvernemental et la réalité des faits. C'est-à-dire, si j'étais méchant, je dirais que les hommes politiques nous mentaient, et si je suis gentil, je dirais qu'ils sont simplement discordants. Ils vous mentaient sur les masques et les tests dispibles, c'est ça? Ils nous mentaient en nous disant « la France est prête ». Ça, on l'a entendu, ce discours. La France est prête. On l'a bien entendu. Oui. Et par contre, quand l'épidémie est arrivée et qu'on a été touché, quand on a dû appliquer les mesures sanitaires que le gouvernement nous a imposées, nous nous sommes rendus compte que la France n'était pas prête. Et en particulier, les EHPAD avaient très peu de moyens. On avait un petit stock de masques d'avance, on avait du stock de gel hydroalcoolique d'avance, on avait fait des commandes, mais pour recevoir les commandes, c'était plus difficile. Les transports ne fonctionnaient pas correctement. Et puis surtout, il y avait de la demande. Et est-ce que vous avez eu accès à des tests pour pouvoir confiner spécifiquement les personnes qui La France, c'est un des grands défauts de la politique française, c'est même le grand défaut, c'est que la France n'a pas testé, et elle n'a pas su tester surtout au début d'épidémie. La France est restée les mains dans les poches, enfin le gouvernement français les mains dans les poches en attendant que le coronavirus nous arrive sur la figure. Oui, alors en fait, si je ne me trompe pas, le coronavirus, on savait qu'il viendrait dès le mois de novembre. Alors, novembre c'est un petit peu tôt. De mémoire, la Chine a alerté l'OMS le 31 décembre sur l'épidémie de SARS-CoV-2. L'OMS a lancé son avis dans la semaine qui a suivi et le premier décès français doit être le cas français le 24 janvier. Donc ce qui veut dire déjà on avait presque 4 semaines pour se préparer. Rien n'a été fait. Quand les premiers cas sont arrivés, avant que l'épidémie, parce que le premier cas d'épidémie c'est un cas sporadique, le deuxième stade ce sont les foyers. Et le troisième stade, c'est l'épidémie. Donc, hors contrôle. Et donc, quand l'épidémie est arrivée en France, la France n'a pas changé sa politique. C'est-à-dire qu'elle a grillé 3-4 semaines et ensuite elle a grillé du 24 janvier, 24 février jusqu'au 12 mars, elle a grillé. Le gouvernement ne s'est absolument pas inspiré des bonnes pratiques qui nous avaient été communiquées en provenance de Taïwan ou de Corée du Sud. Non, ils ne s'en sont pas du tout inspirés. Et c'est très dommage parce que même l'OMS, l'OMS n'a pas été toujours brillante, mais l'OMS avait dit très tôt qu'il fallait tester. D'accord. Tester. Et à quoi vous attribuez justement cette passivité gouvernementale? C'est la suradministration qui crée des blocages Alors je crois que la France est un pays très centralisé. Nos gouvernants sont toujours formés au centralisme. Et en fait, ils se sont emparés de l'épidémie, ou de la gestion de l'épidémie, et ils ont mis complètement de côté les autres acteurs de terrain. Ils ont complètement mis de côté les médecins généralistes libéraux, ils ont complètement mis de côté les infirmières libérales, les aides-soignants, tout ce qu'on veut, complètement mis de côté, et ils n'ont pas fait confiance à la population. Tout a été décidé depuis Paris. Voilà, ils ont décrété la guerre et ils ont dit... Macron a dit « je suis le chef de guerre et tout passe par moi ». Mais non, dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des pays européens qui... parce que ce que vous décrivez, c'est ce qu'on appelle la subsidiarité. C'est le fait de laisser les régions décider en partie ce qui est le plus adapté pour leur cas sanitaire. Est-ce qu'il y a des pays européens qui nous entourent qui ont fonctionné comme ça ? Alors les pays, je crois que la France a été un des pays où la gestion a été la plus centralisée, puisque rien ne pouvait se faire sans avoir l'avis d'un gouvernement ou d'une administration, ce qui fait que c'est une lourdeur phénoménale.
Et on prend un retard extraordinaire dans la décision. Et puis les processus administratifs en temps, on va dire, de paix, puisqu'il paraît que c'était la guerre, en temps de paix, ne sont pas du tout adaptés à un processus d'une épidémie qui va à la vitesse d'un cheval au galop. C'est pas possible. C'est ça. En fait, il faut le temps que les ordres de Paris redescendent en région. Voilà, les pays, et puis il faut aussi qu'ils trouvent qu'est-ce qu'ils vont dire. Qu'ils consultent les scientifiques, qu'ils consultent un truc, et qu'après ils font quelque chose. Pendant ce temps, nous sur le terrain, bon, heureusement on a agi, je ne vous ai pas entendu. Hein. Heureusement on a agi. Alors pour reprendre la question que vous m'avez posée, les pays qui ont pris une gestion à la française ont de mauvais résultats, par exemple l'Italie ou l'Espagne, l'Angleterre aussi. Par contre, les pays qui ont pris une gestion beaucoup plus souple et réactive, comme l'Allemagne, plus locales en fait. Voilà, comme l'Allemagne ou le Portugal ont des résultats qui sont bien meilleurs. L'Allemagne, je ne s'est pas posé de question. Quand l'épidémie est arrivée en Allemagne, Angela Merkel a dit fabriquer des tests, elle a dit à tous les laboratoires, vous pouvez fabriquer des tests, tester les gens, faites des tests, fabriquez des tests, allez-y. Et l'industrie allemande est une industrie très performante, donc ils ont fait les tests. Ils ont pu s'adapter. En France, non. En France, au départ, il y avait quelques laboratoires qui étaient autorisés à faire des tests super agréés, etc. Évidemment, il n'y en avait pas assez. Et donc, ça n'était pas du tout la réaction. Pour les solutions hydroalcooliques, c'était pareil. Hein. Les pharmaciens, au début de l'épidémie, n'avaient pas besoin de fabriquer. Il n'y avait que quelques entreprises qui pouvaient fabriquer du gel hydroalcoolique. Alors le savon de Marseille, ça marche aussi bien, l'alcool à 70 degrés, ça marche aussi bien, mais il faut bien savoir aussi que n'importe quel pharmacien peut ou sait faire du solide hydroalcoolique. Donc quand les pharmaciens ont autorisé, ça a changé beaucoup de choses, mais quand d'autres entreprises ou laboratoires ont été autorisés aussi, ça a changé beaucoup de choses. Les réactions administratives ne conviennent pas du tout aux situations d'épidémie. Pas dans une situation d'épidémie, il faut réagir vite. D'accord. Et il y a une chose dont il faut être conscient, les médecins sont habitués à réagir vite. C'est-à-dire que nous avons... Quand nous arrivons sur une situation d'urgence, on ne se pose pas 50 questions. On traite l'urgence, on soigne les gens. Donc, la situation d'urgence, on sait faire. Et le fait de nous avoir, je dis nous, médecins, infirmières, etc., tous les gens de terrain, privés et mis sur la touche, ça a considérablement aggravé, pour moi, le bilan de l'épidémie en France. Donc en fait, si le gouvernement avait plus fait confiance aux individus, le résultat aurait certainement été meilleur. Oui, s'il avait fait confiance aux professionnels, aux gens de terrain, aux citoyens, le résultat aurait été meilleur. Bon, bien sûr. Très bien. Alors j'aimerais bien vous poser une autre question, une question plus personnelle. Je voudrais savoir si pendant cette épidémie, il y a des choses qui vous ont choqué en tant que médecin, concrètement des petites anecdotes que vous auriez pu vivre en tant que professionnel. Alors en tant que professionnel, dans l'EHPAD où je suis, dans le département des Landes ou à côté des Pyrénées-Atlantiques, nous avons été des départements, il n'y a pas eu de cas de coronavirus SARS-CoV-2 dans notre EHPAD. Il y a eu des cas dans des EHPAD à côté, mais ils n'ont pas explosé, ça a été très bien contrôlé. Et dans le département, on était peu touchés. Donc, dans mon département, au point de vue médical, des éléments qui m'ont choqué, non. Mais ce qui a été, on va dire, moralement pénible, c'est d'enfermer les personnes âgées. C'est-à-dire que, je m'explique, la France, on a confiné tout le monde. Même les gens qui n'avaient pas de risque, ou peu de risque, au mépris de leur responsabilité individuelle, au mépris de propriété, on a fermé tout le monde. Contrairement à ce qui s'est fait en Asie, où c'était plutôt un confinement volontaire. Voilà, volontaire. Alors que toute la population avait été testée et chacun choisissait individuellement. C'était volontaire, disons, mais ce qui s'est passé en Asie aussi, c'est que les cas positifs ont été mis à part. Ça veut dire qu'on a exclu les malades de la société pour pas qu'ils contaminent les gens. Ça, c'est normal. On fait toujours ça. Tandis qu'en France, on fait depuis toujours. Depuis toujours. En France, quand il y a une épidémie, on confine les malades et pas les gens bien importants. Voilà, exactement. Surtout quand on confine tout le monde, on savait, comme on n'a jamais testé, on ne savait pas qui était malade et qui n'était pas malade, on a mélangé tout le monde. C'est pas très malin. D'accord. Donc pour en revenir à les personnes âgées, le gouvernement leur a littéralement volé une tranche de leur vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous êtes quelqu'un, vous avez, on va dire 90 ans, ça doit être un moyenne d'âge dans notre EHPAD peut-être, 90 ans. Vous avez, on va être optimiste, vous avez quelques années à vivre quand même, hein, vous avez 2-3 ans, 4, bon. On vous confine 2 mois. Si vous avez
Un an à vivre, c'est un sixième de votre vie. C'est énorme. Quand vous avez 60 ans, c'est comme si on m'avait enfermé moi pendant 10 ans. Ouais, T'imagines? c'est ça, oui, Alors les personnes âgées ont beaucoup de mal, je les comprends. Oui, et on puis, les a privées de leurs en proches. plus, avec une interdiction de visite de la famille. Oui. Et oui. on sait, Alors, je suppose, je vous demande c'est en sûr. tant que médecin, c'est vrai que ce qui maintient en vie une personne âgée, c'est aussi les visites familiales. Oui, quand les visites familiales ont repris, ils ont ressuscité. Hein. Voilà. Cela dit, c'est sûr qu'il faut les protéger, mais on ne peut pas, ils sont quand même libres de choisir la vie qu'ils veulent avoir. Et je pense que si l'on avait pris des mesures, comme on dit maintenant, des gestes barrières satisfaisants, avec des masques, des solutions hydroalcooliques, le plexiglas s'il faut, on aurait pu très très bien continuer les visites en EHPAD. Parce que il faut bien comprendre que pour ne pas confiner ou pour déconfiner, c'est les mêmes, raisons, les mêmes moyens. On aurait bien pu faire la même chose. Et donc on s'est retrouvé à faire ça tout simplement parce qu'on n'avait rien. Parce qu'on n'avait rien. Ni masque, ni gel, ni gel, ni rien, oui. Ni système pour éviter la contamination en quantité suffisante. Ouais. C'est ça, on n'avait pas. Donc en fait, c'est une improvisation. Donc on n'était pas prêts. Voilà. On n'était pas prêts. Et oui, parce que ils ont cédé totalement. Nous avons été gouvernés de manière totalement irrationnelle. On a l'impression que personne s'est assis autour de la table en disant bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On a vraiment l'impression que c'était pas ça. On a vraiment l'impression que c'est l'émotionnel ou l'irrationnel qui a gouverné ce pays. Et le résultat, c'est que nous avons un score, entre guillemets, un bilan de notre épidémie qui est nettement moins bon que beaucoup de pays qui n'ont pas confiné ou qui ont testé de manière très très précoce. Parce que tester c'est important, mais il faut tester de manière précoce. Et une fois qu'on a testé, il faut isoler les patients, les personnes qui sont positives, mais il faut aussi les traiter. C'est-à-dire que à partir du moment où on a des moyens disponibles, même si ce moyen n'est peut-être pas un produit miracle, les médecins sont responsables de leurs actes, ils savent ce qu'ils font. Les personnes à qui on le propose sont responsables de leurs actes, elles savent ce qu'elles prennent, puisque le médecin leur a expliqué. Et quand un gouvernement nous interdit de prescrire et interdit aux pharmaciens de délivrer, c'est quand même un scandale. C'est un scandale. Et ça m'amène à ma dernière question. Je voulais savoir si vous considériez, vous, à titre personnel, que vous avez pu faire votre travail correctement. Est-ce que vous avez été entravé? Alors, a-t-on été entravé? Oui, nous avons été entravés. Malgré tout, nous avons fait notre travail correctement. C'est-à-dire que nous avons été entravés parce que nous avons eu très peu de moyens, des consignes complètement décalées, à retardement et pas adaptées. Donc nous avons été entravés. Pas le traitement qu'il faut, pas les tests qu'il faut, donc nous avons été entravés. Donc en fait, ce qui a limité les dégâts, finalement, c'est la débrouille des médecins. On peut dire ça, oui. Ça, hein, c'est les initiatives individuelles sur le terrain. Je pense que les initiatives individuelles sur le terrain, alors on va dire des médecins ou des professionnels de santé en général, ont été un amortisseur de l'irrationalité avec laquelle cette crise a été gérée. Après, il faut voir aussi que les résultats dans toutes les sanitaires, dans toutes les régions de France médicales pures ne sont pas les mêmes. Par exemple, la mortalité hospitalière n'est pas la même. Donc ça veut dire que, et ça ne s'explique pas par le pic épidémique, ça ne s'explique pas par la gravité des cas. Donc ça veut dire que les Français ne sont pas les mêmes selon voilà, les Français n'ont pas été traités de la même manière. D'accord. Dans le sud-ouest que je connais le mieux, nous avons eu très très peu de décès hospitaliers par rapport à la population. Par contre, ici à Paris, Paris a eu beaucoup. Pourtant, Paris, c'est les meilleurs hôpitaux de France. Hein. C'est beau, D'accord. Ok, ça marche. Allez, à plus. Ciao. Bon, la vie est belle, hein.